Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Cet épisode est la suite d'un échange initié dans un épisode précédent que je vous recommande d'écouter avant de débuter celui-ci. Embarquez avec nous dans la suite de cette discussion pour en apprendre plus sur ce sujet passionnant. On a parcouru un petit peu les questions que moi je voulais traiter en lien avec le logiciel. Maintenant, ça m'intéresse vachement que tu nous parles un peu du projet Atoll. Ouais. Alors déjà, c'est quoi ce projet? Comment c'est venu? Comment il a été créé? Donc, programme Atoll, ATOLE, en gros, c'est apprendre l'attention ou apprendre à être attentif à l'école. Mais moi, j'aime bien mettre. Attends, c'est ça. Il y a une petite virgule dans un coin pour dire qu'en fait, on utilise l'école pour apprendre à être attentif. Mais apprendre à être attentif, pas qu'à l'école, quoi. Ouais. Partout. Autant cibler les enfants qui, comme ça, Ouais, c'est ils vont ça. grandir et ça fera des gens qui connaissent un peu, qui savent comment utiliser leur attention. Donc, le point de départ, c'est en fait des demandes d'enseignants. On dit, ok, ah, vous êtes des super spécialistes de l'attention, très bien. Bah, on fait quoi, nous, dans nos classes avec nos élèves? Et j'avais répondu, bah, je sais pas, parce que moi, je connais l'attention de façon théorique, mais pas, je suis pas prof, quoi. Et c'était évidemment pas satisfaisant comme réponse. Donc, on a co-construit un programme qui est un programme vraiment d'éducation de l'attention. C'est-à-dire que c'est vraiment, déjà, c'est mené par les profs eux-mêmes. C'est pas des gens qui viennent dans la classe. Donc, c'est-à-dire que le prof et maîtresse, etc., est censé comprendre déjà comment fonctionne l'attention avant de l'expliquer. Tu vois, donc ça, déjà, la personne va changer sa façon de faire la classe. C'est un programme qui est assez long. Parce que travailler avec l'attention, c'est pas un truc, c'est pas un claquement de doigts, c'est pas des trucs et des astuces. C'est vraiment du temps long. Temps long, tu vois, typiquement, c'est une demi-heure par semaine toute l'année. Et après, avec du transfert. C'est vraiment, après, on utilise n'importe quelle situation de classe pour voir comment on peut faire du atoll, comment on peut travailler l'attention à partir de ce qu'on a vu. Donc il y a ça. C'est un programme qui a émergé vers 2014-2015. Donc là, on doit être à plus de 10 ans à peu près, qui est essentiellement disponible gratuitement. Donc tu vois, il s'est pas mal diffusé. On en est à pas loin de 60 000 téléchargements. Okay. Donc ça fait quand même, ça fait une belle couverture nationale. C'est quoi que tu télécharges? C'est le kit, c'est l'intégralité du truc. C'est le programme en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment des séquences. C'est-à-dire que tu te retrouves avec un document Word Ouais. avec bah, activité 1, faut faire ça, activité 2, faut faire ça, activité 3, enfin tu as un truc clairement. Et puis qui est vraiment sur la base du volontariat, c'est-à-dire que ça marche pas quand c'est imposé. Il faut vraiment que ce soit un enseignant qui s'intéresse à l'attention et qui dit, je vais perdre du temps pour en gagner. Je vais perdre du temps, mais si les enfants de ma classe sont pas attentifs, en fait, je ne fais que de la garderie. Je les garde au chaud, mais il se passe rien. Donc, on va perdre un peu de temps pour leur apprendre à être attentifs et après, on pourra faire la classe. Donc, c'est un peu ça l'idée. Après, tu as d'un niveau mission sociétale. Ça court-circuite un peu, ça évite un écueil habituel, c'est-à-dire d'essayer de militer pour l'attention, comme ça peut être fait généralement, tu vas d'expliquer l'attention c'est bien, c'est une vraie valeur et tout, mais finalement à des gens qui vont t'écouter, qui sont déjà convaincus. Tu fais des chaînes YouTube là-dessus et tout, les gens qui vont t'écouter et qui vont aller sur ta chaîne, c'est ceux qui sont... Et finalement tu parles qu'à une toute petite fraction de la population qui est déjà convaincue que l'attention c'est important. Ça c'est un vrai souci, qu'ont beaucoup de gens qui parlent tu vois, qui font un travail de vulgarisation scientifique et tout. Ils ont l'impression de faire une éducation scientifique de la population. En fait, ils font une éducation scientifique, une sous-population de la population qui a un intérêt pour la science. Donc le fait de faire un programme d'éducation à l'attention dans les classes, ça a une dimension universelle. En fait, tu t'intéresses, ouais, tu parles à tous les enfants dès le plus jeune âge. Et puis c'est même pas dans le cadre de certaines activités extrascolaires où certains ont accès et puis d'autres n'ont pas accès. Ça, c'est vraiment par rapport aux inégalités et tout, c'est tout le monde. Ouais. Donc c'est quand tu veux propager des idées quand même qui vont dans le bon sens, l'école c'est quand même formidable quoi. C'est irremplaçable.
Donc Atoll, c'est ça en gros. C'est de munir les enfants, tu vois, dès le CP, voire fin de maternelle, d'une compréhension de ce qu'est l'attention, de comment ça fonctionne, de ses limites, tu vois, des forces dont on a parlé, et de comment elle peut être contrôlée de l'extérieur aussi, pour que eux-mêmes reprennent la maîtrise de leur attention et puissent décider par eux-mêmes de ce qu'ils en font. Donc après, quand ils débarquent en sixième, cinquième avec les téléphones et tout, l'idée c'est qu'ils soient un peu plus aguerris par rapport à ça. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est d'organiser une sorte de rébellion à l'influence sociétale. Génial, j'adore. Et du coup, tu parlais d'un kit qu'on télécharge et des activités. Une activité, par exemple, c'est quoi? Bah, une activité, ça va être par exemple, bah, là on discute, et puis moi je vais chercher les trucs dans mon sac. Je te dis, tiens, raconte-moi ce que tu as fait ce week-end. Ouais. Et je cherche des trucs dans mon sac et tout. Enfin, je donne l'impression de ne pas écouter. Et après, je te demande, donc, imaginons que sur une classe, je dis, bah, quel a été le problème? Les élèves vont dire, bah, vous écoutiez pas. Comment vous l'avez vu? Bah, parce que vous étiez en train de faire autre chose. Ah bon, ok. Donc quand on fait autre chose, on peut pas faire attention. Et pourquoi est-ce que c'était grave? Bah, parce que vous l'avez pas écouté. Ok, donc la personne, c'est comme si l'élève, c'est comme s'il parlait dans le vide. C'est comme s'il était ignoré. Tu vas faire monter ce genre de un petit débat qui permet tout de suite, dès la première activité, de voir que l'attention que tu accordes à quelqu'un, c'est la prendre en considération, c'est lui accorder de l'importance. Et que si t'es pas attentif, c'est comme si elle n'existait pas. Tu vois. Donc déjà, l'attention, c'est important. Et ça, après 10 minutes de première activité, déjà, c'est passé comme message. Ça ressemble à ça. Et plus après, des outils tu vois, aussi bêtes que, une fois que tu as une cible attentionnelle, tu sais où doit être ton attention, bah, apprendre à remarquer quand elle part pour la ramener le plus fréquemment possible. Comme ça, tu apprends de la stabilité. Quand tu as une tâche complexe où tu as plein d'intentions en même temps et que tu te concentres sur plein de trucs en même temps et que c'est pas bien, bah, comment tu fais pour avoir une seule intention claire à la fois? Enfin, tu vois, plein d'outils comme ça aussi. Ok. Et donc, ça donne le programme Atoll, quoi. Et puis sa version collège-lycée, qui est le programme Adol, surnom comme pour les ados. Ok. Voilà. Super. Et du coup, donc il y a le kit qu'on peut télécharger. Je mettrai le lien en description. Ouais, Tu me programme donneras. Atoll sur n'importe quel moteur de Ok. recherche. Il faut que je valide l'adresse mail, ensuite c'est bon. Super. Et le programme en lui-même à télécharger, ça se suffit à lui-même? Ou enfin, il me semble que tu fais aussi de la formation de prof. Ouais, un peu, bah en fait, sauf que moi je suis un peu tout seul, donc je peux pas former la France entière. Ouais. Donc j'ai fait des MOOC, j'ai fait des trucs qui s'appellent Magister Flash avec le réseau Canopé, qui est une entité de l'éducation nationale. Donc en fait, les profs peuvent s'auto-former. Il y a des bouquins qui sont sortis que les gens peuvent lire aussi. J'ai fait des vidéos YouTube qui expliquent tous les points. Il y a des dessins animés aussi, des petites animations qui expliquent. Donc on est beaucoup dans des ressources comme ça. Et puis là, avec le rectorat, on est en train de faire une formation de formateurs pour qu'il y ait des formateurs Atoll qui puissent diffuser enfin d'abord sur Lyon, le Grand Sud aussi, Montpellier, tout ça, et puis même la France entière. Donc c'est en train de devenir un truc assez gros, quoi. Puis Belgique, Suisse, ça se développe en Suisse, au Canada aussi. Enfin, il y en a un peu partout. Oh, cool. Ouais, Ok. ouais, ça m'occupe un peu aussi. Ouais, je veux bien croire. Et du coup, si tu pouvais me résumer en quelques minutes ce que tu transmets comme concept aux enseignants, ce serait quoi? Ben, déjà, des trucs hyper bêtes. Comment tu demandes à un enfant d'être attentif si tu lui dis pas à quoi il doit être attentif? Alors, tu peux implicitement lui dire, c'est-à-dire imaginer qu'il va deviner tout seul. Par exemple, c'est vrai que quand tu parles à quelqu'un et que tu lui demandes d'être attentif, implicitement, tu demandes d'être attentif à ta voix. C'est assez logique. Mais il y a plein de situations, en fait, c'est pas si clair. Quand tu traces un trait au compas, je sais pas, n'importe quoi, quand tu lis un énoncé de maths, à quoi tu dois être vraiment attentif, tu vois, instant par instant. Donc cette idée de définir la cible, ça c'est une chose. Précis sur la cible, le fait que la cible puisse être externe ou interne, ça peut être quand tu te parles dans ta tête, des images que tu as dans ta tête, l'attention elle peut se porter là-dessus aussi. Le fait que être attentif c'est pas suffisant. Si tu regardes un plan de métro, tu es attentif, mais après, si on te demande comment aller de tel endroit à tel endroit, en fait t'en sais rien. Parce que c'est autre chose d'être attentif au plan de métro et de se concentrer pour trouver l'itinéraire entre A et B. Parce que non seulement tu es attentif au plan, mais tu t'associes cette attention à une façon particulière d'agir. Tu vas agir mentalement avec une intention. Donc ça, c'est la définition de ce qu'est la concentration par rapport à l'attention pure.
Donc on leur explique comment se concentrer. Je t'ai pas posé la question, du coup, la différence entre les deux, c'est cette histoire de but. Ouais, parce que l'attention, en fait, c'est juste privilégier, tu vois, une perception par rapport à toutes les autres possibles. La concentration, c'est non seulement tu as cette connexion à ton objet d'attention, mais c'est guidé par une intention et avec une façon particulière de mâchonner le truc. Par exemple, tu écoutes quelqu'un qui te parle en te faisant des images mentales, t'es active. Et dans l'idée de te faire une représentation visuelle de tout ce qu'elle décrit. Là, tu es vraiment concentré. C'est pas juste faire attention à la voix de l'autre. Finalement, à l'école, c'est ça hein, qu'on C'est de cherche. la concentration, Ouais. bien sûr. Et donc, deuxième point, tu vois, c'est quoi se concentrer par rapport au fait d'être attentif? Troisième point, c'est la stabilité, travailler la stabilité. Une fois que je sais où doit être mon attention, elle part. Normal, parce qu'il y a telle et telle force. Je ramène. Ça part, je ramène. Et au bout d'un moment, ça part un peu moins. Tu vas encore travailler la stabilité de l'attention. Et quatrième point, essentiellement, c'est comment faire pour avoir tout le temps, dès que tu abordes une tâche, une intention claire. Où ton cerveau sait ce qui est important, pas important. Ça et pas ça. Donc c'est vraiment cette idée de cultiver l'intention claire à chaque instant. Ok. De façon très résumée, tu emballes ça avec de la métacognition, de comment on fonctionne dans son cerveau et tout. Et en gros, tu as le programme Atoll. Ça donne envie de regarder les vidéos YouTube Ouais, ouais, juste pour ouais. écriture perso, en fait. Bah, du coup, Ça, tu as c'est des intéressant. enseignants qui vont se retrouver à donner, à faire plus attention à l'intention, tu vois. En fait, c'est très proche de l'interface utilisateur. L'utilisateur, c'est d'une certaine façon l'élève. Et comment est-ce que toi, en tant qu'enseignante, tu vas faire en sorte que de, tu vas deviner l'intention ou induire une intention chez l'élève pour que son attention se porte sur les bons éléments et que son cerveau sache quoi en faire. Il y a une notion d'interface utilisateur dans la relation maître-élève. Et toi, tu as des enfants. Est-ce Ouais. que depuis que tu as mis en place ce programme, ou même avant de tes connaissances sur l'attention, il y a des choses que tu mets en place avec tes enfants grâce à ça, quoi? Alors, pas du tout. Non, pas du tout, parce que déjà, il y a un effet, comment dire, tu sais, les parents, quand ça vient des parents, parfois, c'est plus compliqué, parce que, en gros, quand t'es parent, t'es là, pas là pour leur faire cours, je vais pas leur faire de cours d'attention. Donc, j'y vais de façon un peu plus subtile. C'est-à-dire que toutes les notions d'atoll, à un moment ou à un autre, j'aurais expliqué. Et j'ai vérifié qu'ils avaient compris. Et après, je vais faire des petites allusions. Mais ça pourrait être contre-productif de les saouler avec ça quand c'est pas le moment. Par contre, ce que je remarque, tu vois, avec ma petite dernière, c'est que elle a clairement une culture métacognitive qui n'est pas du tout habituelle. C'est-à-dire qu'elle va me dire, à 5 ans, elle me disait, quand je veux mémoriser quelque chose, je me fais une image dans ma tête et c'est comme si je soufflais et ça vient de l'arrière de mon cerveau et ça va s'afficher à l'avant. Tu vois, Génial. une analyse sur sa propre activité cognitive. En fait, c'est plus une diffusion douce. Euh, bon, j'ai essayé de de leur lire des livres que j'avais écrits. C'est plus par infusion, en fait, que vraiment de leur faire des cours d'attention à la maison, ce qui serait insupportable. Mm. Mais tu vois, c'est cette infusion dont tu parles. Ouais. Tu pourrais trop écrire un livre pour enfants pour le diffuser auprès des parents, quoi. Bah, Parce il y que, a un peu ça, que- parce que j'ai fait la magie de la concentration. ok, c'est un livre pour enfants. C'est pas vraiment pour enfants. Alors, pour enfants, il y a les petites bulles de l'attention. C'est une petite BD, ça, c'est plus pour les enfants. Mais j'avais beaucoup de demandes de parents qui m'ont dit, mais comment est-ce qu'on peut faire? Ça ressemblerait à quoi une éducation de l'attention à la maison? Ouais. Et j'étais parti sur un projet hyper motivé en me disant, ouais, je vais faire un atoll à la maison que je vais appeler Atome, hein. Tu vois, Atome, Ouais. avec séquence 1, séquence 2, séquence 3 et tout. Et puis rapidement, une sorte de prise de conscience, je me dis, mais quel parent va prendre 1 heure avec ses enfants en disant, allez, c'est l'heure du cours d'attention, Ouais. et ça va pas marcher. Donc du coup, j'ai écrit La magie de la concentration, qui est une sorte de discussion entre un adulte et un enfant autour de ces notions. C'est un parcours initiatique et qui se fait autour de la table. Parce que c'est où est-ce qu'on est avec ses enfants le plus souvent? Bah, souvent c'est à table. Et qu'est-ce qu'on a sous la main? Bah, il y a une assiette, il y a des couverts, il y a un plat, il y a un rouleau de sopalin, il y a une bouteille d'eau. Donc en fait, c'est des petites activités autour de la table qui expliquent tout le programme Atoll autour de la table. Ça, c'est Ok. la magie de la concentration. Je m'en vais le commander à la médiathèque Ah, de ce pas.
Et ouais, sinon, pour le projet Atoll, en tant que parent d'élève, si on a envie que ce soit diffusé, à part en parler vite fait aux enseignants, c'est... Ouais, bah allez voir sur le site déjà. Ouais. Commencez à regarder. Il me semble qu'il y a pas mal de choses sur le site parce qu'il n'y a pas que le programme, il y a aussi des petits documents du style si j'ai envie d'en parler à un Ah, ok. enseignant. D'accord, moi je vais Voilà. regarder ça. Ça marche. Bon, c'est un peu éloigné des interfaces, mais je Ouais, trouve ça trop intéressant, moi, en tant que maman avec un enfant que j'ai du mal à focaliser sur des activités. ouais. Ça m'intéresse de fou. Euh, Bah, petite dernière chose avant qu'on conclue. Bah déjà, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour entraîner son attention? Toi-même. Ouais. Conseil numéro un, s'y intéresser. Mhm. S'intéresser réellement à son attention et être dans une démarche d'apprivoisement et pas de contrôle par la force. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas dans un supermarché, tu vas chercher ta boîte de maïs. Ok, c'est ton intention. Juste, tu te déplaces dans un supermarché, tu laisses ton regard un petit peu vers le fond de l'allée et tu observes ce qui se passe. Et tu vas observer que ton regard, tu as tendance à vouloir regarder sur les côtés parce qu'il y a plein de choses. Ouais. Et bien ça déjà, c'est apprivoiser son attention parce que tu commences à comprendre par le regard comment elle vit ton attention, ce qu'elle aime bien. C'est vraiment comme un petit animal, quoi. Et après, ah tiens, ok, elle part, ah, je la ramène. Je la ramène tranquille sur ça, sur ça, sur ça. Tu vois, tu sens que tu vas vraiment chercher ta boîte de maïs, mais tu as le machin qui t'attire, qui va te déstabiliser, te faire oublier ton intention de la boîte de maïs et tout. Mais maintenant, tu le remarques. Ouais. Et du coup, tu ramènes. Donc, c'est observer la vie de l'attention. Deuxièmement, dans ce petit exercice tout bête, il y a cette idée d'intention, formuler une intention claire. Qu'est-ce que je cherche à faire maintenant? Et troisièmement, il y a cette idée de ramener doucement. Attention, elle part, tu ramènes. Elle part, tu ramènes. Alors, tu ne le fais pas tout le temps parce que ce serait saoulant, mais régulièrement. Et puis, tu utilises tes loisirs, des choses que tu aimes bien. Tu dis, tiens, bah, là, à ce moment-là, mon attention, elle doit être sur quoi? En fait, c'est quoi le... En ce moment, je suis en train d'apprendre un... Je retravaille ma technique de guitare parce que j'avais pris des mauvaises habitudes. Et bah, je suis vraiment sur des gammes toutes bêtes avec la sensation de l'appui de la corde sur un certain endroit de la pulpe du doigt. Tu vois, c'est ça que je cherche. Mon attention, elle est là-dessus parce que c'est ça le critère en fait. Et puis après, je vais les faire sur autre chose. Je vais faire la même gamme mais en portant attention à autre chose. Bah, tu vois, c'est jouer avec son attention en changeant les cibles. Ok. Bah, tu fais ça, t'es déjà bien parti. Et du coup, à l'inverse, question un peu bizarre peut-être, mais tu vois, pour un profil comme moi qui a tendance plutôt à être hyper focalisé, Ouais. j'entends même pas mes enfants ou mon compagnon qui me parlent quand je suis dans ma bulle. Est-ce que tu aurais des conseils aussi pour travailler dans l'autre sens finalement, à être plus Ouais, là, ouais, bien plus sûr. observer la périphérie, quoi? Bah ça, tu peux faire des jeux de fermeture-ouverture. Par exemple, je sais pas, tu prends ton téléphone dans le tram ou dans le métro. Spontanément, ton attention, hop, tunnel, quoi, machin. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est, en maintenant ton attention sur ce que tu es en train de lire, essaie d'ouvrir ton champ pour prendre conscience de ce qu'il y a autour de toi. Des formes, des mouvements et tout, sans lâcher les mots que tu es en train de lire. Et tu fais ce jeu, tu vois, d'arriver à te concentrer tout en étant un peu conscient de ce qui se passe autour de toi. Ouais, ok. Euh, Ouais, si c'est assez on veut, rigolo, ouais. ouais. Où tu es en train de lire et voilà, de dire, tiens, je lis, mais en fait, cette phrase, elle est sur une page, je perçois la page, qui est dans un livre, qui est sur une table, qui est dans un environnement, et ensuite tu ramènes à nouveau, tu ouvres, tu ramènes, tu ouvres, tu ramènes. C'est super rigolo, tu peux faire plein d'exercices. Tu te balades dans la rue encore, tu fais attention, ou si t'es dans une foule, tu vois, il y a plein de gens, tu fais attention au vide entre les gens, Ok. les Ouais. sensations de tous les espaces. Tu portes ton attention globalement sur les espaces, ou sur le mouvement global des gens, ou sur la forme des bâtiments, tu vois, comment ils se répondent, le volume occupé. Donc cette habitude d'ouvrir, tu vois, ton attention, Ok. Super intéressant. c'est un terrain de jeu dingue. L'exemple dans le métro, c'est un super exemple parce que ça m'est arrivé la semaine dernière. On était en vacances avec mon compagnon Ouais, et on prend un bus, je sais plus, entre la gare et notre logement. Et à la fin, on arrive et mon mec il m'engueule en me disant: T'as pas vu, il y avait une femme qui. Enfin, moi j'étais assise sur mon téléphone ouais. et il y avait une femme qui avait besoin de s'asseoir et je me suis fait traiter comme du Ah poisson-pourri. ouais. Donc, déjà, j'étais pas contente de C'est marrant de te faire qu'il me traite engueuler. comme ça.
Et en plus, pour moi, T'étais vexé? j'étais hyper vexée qu'il me l'ait pas dit sur le moment, parce qu'en Ouais, fait, je déteste l'idée de pas m'être levée alors qu'il y avait quelqu'un qui ouais, avait ouais. besoin, tu Bah oui, vois. mais tu l'avais pas vu. Et moi, j'étais vraiment. Et puis il me dit, mais je pensais que tu allais finir par le voir, ça a duré un moment. Je t'ai même appelé, je te dis, Margot. Mais t'as pas eu de Et mauvaise j'ai pas intention. entendu. Mais j'étais vraiment vexée du double, de la double circonstance, quoi. À la fois de pas avoir fait la bonne chose, et à la fois bah, de la manière dont lui avait géré le truc, parce que il aurait pu vraiment, enfin, il sait comment je fonctionne, il aurait pu me le dire plus explicitement. Ouais, ouais. Et ça m'a perturbée, tu vois. Puis quand même, j'étais totalement dans mon truc, que j'ai pas vu ce qui se passait autour. Bah alors tu peux t'amuser, tu vois, tu prends dans la rue, alors tu fais quand même un peu gaffe, faut pas te faire renverser, mais tu fais l'exercice de rédiger un SMS tout en marchant. Ouais, Et parce que justement, en fait, ça t'oblige à écrire en ayant cette vue sur l'écran, tout en ouvrant régulièrement, tu vois, par presque pulsation, ouais, pour prendre conscience de ton environnement, et tu peux travailler ça comme ça. ok. Alors le fais pas en conduisant, mais Ouais, ouais, j'évite. Ok, bon, avant les deux questions signature, j'en avais une dernière, c'était si tu voulais profiter de ce podcast pour faire passer un message à la population générale d'une part et aux designers de produits ou de services d'autre part, ce serait quoi? alors très simple, intéressez-vous à votre attention, c'est ok. Deuxièmement, n'attendez pas tout de l'interface. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quand même aux gens d'être un peu responsables de leur attention. Je le dis parce que c'est en rapport avec des profs qui me disent, mais est-ce que j'ai intérêt à ludifier tout mon enseignement, faire tout en numérique pour que les élèves y soient attentifs, tu vois? Je dis, ben non, en fait, c'est une course à l'armement. Enfin, jamais vous ferez aussi bien que les studios hollywoodiens. Ouais, C'est un petit peu aux élèves de se prendre en main et d'avoir la responsabilité de leur propre attention. On n'est pas des veaux non plus. Et faire, bah, se méfier, enfin, pas contribuer à cette économie de l'attention, tu vois, où tu crées des interfaces qui rendent les gens complètement, ouais, voilà, accros, quoi. ok. Essayez de pas trop Ouais, faire ça. une notion éthique. Ouais. Ayez conscience de l'aspect éthique et des conséquences sur l'attention quand vous produisez des trucs. Super, bah merci beaucoup. Pour terminer, je voudrais te proposer les deux questions signature du podcast. Donc, je sais que tu as réfléchi. Ouais, 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 ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une expérience utilisateur personnelle particulièrement mémorable pour toi? Ouais, alors absolument. Et tu vas voir, et elle est intéressante parce que, donc elle concerne le casque Quest 3. Tu vois, je fais la pub carrément, réalité virtuelle. Ok. Et en fait, la démarche de Mark Zuckerberg avec son métavers m'a pas mal agacé et continue de m'agacer dans le sens où en fait, tu vois l'espèce de petit agenda qui se dessine où le gars a envie de mettre les gens dans une réalité virtuelle où il contrôle tous les paramètres de façon à ce que il puisse avoir tous les déplacements oculaires, enfin toutes les mesures qu'il veut. Il sait intégralement, il a toutes les données sur ce que fait la personne et son environnement. En fait, il peut faire des modèles parfaits du consommateur. Donc, qui sont, voilà. Donc, tu as un niveau de contrôle sur ce que fait la personne qui est total. Alors, ça, c'est distillé avec des petites affiches qui te disent regardez, machine a appris à faire une opération, à opérer grâce à ça, ou machine a opéré telle procédure de pompier, je sais pas quoi. Enfin, disant, regardez le bien que ça fait à l'humanité Ouais. grâce au métavers dans 10 ans, etc. Donc, espèce de petit message sibyllin qui progressivement amène les gens à se dire oh ouais, mais en fait, c'est peut-être pas si mal ce truc. En fait, de créer une virtualisation de tout. Donc, pour moi, tu vois, ces cases de réalité virtuelle et là, et ce métavers, c'est exactement là qu'il faut pas aller. Euh, je me trouve à essayer son casque Quest 3 et en fait, j'y arrive par une voie très particulière qui est que j'aime bien le ping-pong et j'entends parler d'un jeu de ping-pong qui s'appelle Eleven Table, je sais pas quoi, Eleven Table Tennis, quoi, qui est particulièrement réaliste. Et là, je me dis ponctuellement, il faut quand même que j'essaye ce truc parce que quand tu passes ta journée sur un ordi assis, c'est pas mal d'avoir un machin qui te permet de bouger pendant 10 minutes avant de te remettre au boulot. Et donc j'ai fait l'acquisition du truc, et là effectivement, là j'avoue, ça a été c'est le machin, c'est un game changer, quoi, comme on dit. C'est-à-dire que tu as tout d'un coup l'impression de jouer au ping-pong, bah, c'est complètement dément. J'ai jamais vu ça. Et effectivement, objectif atteint, c'est-à-dire que je vais faire 10 minutes de ça, je suis à fond,
je le fais en haute intensité, puis après, je peux bosser pendant 2 heures. Je me suis vraiment défoulé. Mais tu vois, faut pas être complètement rigide en disant jamais j'utiliserai ce truc parce que c'est le grand Satan. C'est est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose dans cet outil, quelque chose que je peux utiliser qui peut m'être utile, mais sans prendre la totalité du truc. C'est qu'après tout, c'est un outil. En fait, c'est la façon dont tu utilises l'outil qui est importante. Utiliser 10 minutes par jour, tu vois, ou 2 fois 10 minutes par jour, c'est pas sombrer dans le métavers. Donc toute cette technologie, moi j'ai toujours ce rapport de dire les écrans et compagnie, c'est pas soit tout bien, soit tout mal. En fait, tu as certaines utilisations qui sont intéressantes. Et dans ce cas-là, pourquoi s'en priver? Comme l'IA et compagnie. Ce qui est là où il faut faire très gaffe, c'est tout l'agenda qu'il y a derrière et tout ce qu'on essaie de nous vendre par ailleurs. Pour le coup, effectivement, dans le métavers, il y a un vrai contrôle de l'individu avec toutes ces données, enfin un truc qui... C'est la fin de l'humanité, quoi. Ouais. Mais prendre ponctuellement un élément et te dire, ça peut être intéressant pour moi, pour mon usage personnel, dans un but particulier, pas de dogmatisme, tu vois. Et donc là, c'est effectivement, en termes d'interface utilisateur, c'est incroyable parce que c'est complètement immersif, la physique du truc est incroyable. Mais immédiatement, j'ai eu une crainte. Je me suis dit, mais tu mets ça dans les mains d'un ado, enfin, tu mets ça sur la tête d'un ado, c'est terminé. Je ne le vois plus. Parce que qu'est-ce qui l'inciterait à regarder, à être replongé dans la réalité de son appart, petit appart, en bord de périphérique et tout. Enfin, c'est horrible. C'est le film de Ready Player One, quoi. Je crois que c'était ça, où en fait, tu as des gens qui habitent dans des sortes de bidonvilles, mais ils vivent tout le temps dans une réalité virtuelle magnifique. Et ils s'intéressent même plus à rendre joli leur environnement, parce qu'ils s'en foutent. En fait, il suffit qu'ils mettent le truc pour qu'ils soient sur une plage et tout. Et c'est exactement ce qui se passerait. C'est-à-dire que les ados, notamment, ils seraient tous dans leur bande de copains en train de se voir, en déconnexion totale avec le monde réel. Et là, c'est fini. Et c'est vraiment ce que veut cette idée de métavers, c'est vraiment aller vers ça. Ouais. Donc là, ce serait la catastrophe. Ouais, c'est intéressant ton point de vue sur... À la fois, ça me fait très peur, je déteste, et puis finalement... utiliser ponctuellement un truc, tu vois. Ça, pourquoi pas? Ça, je le prends, ok. Ah ouais, ok. Et du coup, la dernière question, pour le mot de la fin, qui aimerais-tu écouter au micro de ce podcast? Eh ben, on y a réfléchi. Je me disais que Jérémy, c'est un bon candidat, Jérémy Matou. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a cette réflexion sur le contrôle de l'interface cerveau-machine et en fait, comment tu peux court-circuiter le schéma moteur pour aller directement envoyer des informations à ton ordinateur par ta pensée. Ça peut être donc ça amène une nouvelle conception de l'interface utilisateur. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il a à en dire, tu vois, de qu'est-ce que ça peut apporter, quelles sont les limites et compagnie, quoi. Ouais, ok. Donc pour la petite histoire, pour les personnes qui nous écoutent, Jérémy Matou, c'était mon directeur de thèse. Et je m'étais jamais dit ça peut coller pour le podcast, mais du coup, avec cette idée-là, pourquoi pas? Donc je vais y réfléchir. En tout cas, il devrait être assez facile à contacter. Ouais. Pas d'autres. Super, merci beaucoup Jean-Philippe. C'était super intéressant, très riche comme toujours. J'adore les échanges avec les chercheurs. Ouais. Et puis je te souhaite de bien continuer tous tes projets. Ouais, ça va bien m'occuper. Ouais. Toi aussi, continue bien tout. Merci. Bon projet à toi. Merci d'avoir écouté le podcast Cogito Ergo Sum. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'hésitez pas à me suivre sur X ou LinkedIn. Retrouvez-moi également avec du contenu exclusif sur TikTok. Si vous voulez réagir ou me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez le faire sur mon mail margot.cogito@gmail.com ou me contacter via les réseaux sociaux. Vous trouverez en description de l'épisode des liens pour en savoir plus sur mon invité et son activité. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.